embrase le pays. Le bilan s'élève à 500 morts. L'armée a tiré sur le peuple. Plus de 20 ans avant ce qu'on appelle le printemps arabe, l'Algérie est ébranlée par une révolte populaire. Le président Chadli promet des changements. Pour la première fois depuis 1962, c'est le pouvoir qui est à l'épreuve de l'Algérie. Nous avons arraché des espaces de liberté qui n'existaient même pas en Europe. On a créé des partis à tout, à gogo, si je puis dire. Et on a dit aux Algériens, vous avez le choix maintenant entre le FLN et les islamistes. Nous avons négligé cette jeunesse. Il y a une rupture profonde entre le pouvoir politique et la société. Et nous nous sommes réveillés un matin pour la trouver ailleurs. En décembre 1988, le président Chadli Benjedid est réélu sur la promesse d'une rapide évolution de l'Algérie vers le multipartisme et une plus large démocratie. Ces événements d'octobre ont poussé à revoir la politique institutionnelle du pays et donc à mettre des cailloux blancs sur le chemin du pluralisme partisan. On voyait qu'à l'intérieur de l'édifice du régime, les gens ne pensaient pas à l'avenir de l'Algérie dans les mêmes termes. 88 a amplifié et d'une certaine façon a arbitré ces querelles politiques et idéologiques. Premier changement, après des années de strict contrôle des médias, l'Algérie découvre la liberté d'expression. De nombreux journaux privés, indépendants, apparaissent en français et en arabe. Certains titres, tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires, défient le pouvoir, dénoncent ses abus. La liberté de la presse écrite est désormais un acquis. Depuis 1962, les journalistes algériens ont manqué de liberté. Nous avons écrit des choses dont on n'osait même pas rêver il y a un mois seulement. Les militants d'organisations syndicales, d'associations, habitués jusque-là à la clandestinité, affichent désormais leurs revendications à découvert. Ça n'a pas été un cadeau. C'est un butin de guerre. Les Algériens ont payé le tribut. Évidemment, nous sommes heureux, nous sommes assoiffés, nous sommes fatigués de, quand même, près de 30 ans de parti unique. Nous avons arraché des espaces de liberté qui n'existaient même pas en Europe. Tous les jours, des jeunes, des travailleurs, des femmes, des différentes couches de la société algérienne pouvaient s'exprimer. La revendication démocratique, économique, sociale, toute la société algérienne était en mouvement et il y a eu une nouvelle constitution en 1989. Cette nouvelle constitution est adoptée le 23 février par référendum. Mouloud Amrouche, jusqu'ici secrétaire général de la présidence, devient le nouveau Premier ministre. Il est le principal chef d'orchestre de cette politique d'ouverture voulue par le président Chadli. Des dizaines de partis sont agréés, comme le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, dirigé par Saïd Saadi, l'ancien leader du printemps berbère. En décembre 1989, c'est aussi Naït Ahmed, une des grandes figures du FLN pendant la guerre de libération, qui rentre en Algérie après des années d'exil en Suisse. Il relance son parti, le FFS, le Front des Forces Socialistes, créé en 1963 en opposition au président Ben Bella. Il tente de convaincre un autre historique, Mohamed Boudiaf, exilé lui aussi depuis 25 ans au Maroc. J'étais le seul à maintenir le contact avec Boudiaf. J'allais le voir souvent. Je lui ai dit, Boudiaf, maintenant il y a une ouverture, il faut y aller. Il m'a dit, Hussein, c'est une fausse ouverture. On a créé des partis à tout, à gogo, si je puis dire. Et évidemment, celui qui a profité de cela, ce sont les mieux organisés, ce sont les gens qui vont dans les mosquées.
Nous avons peut-être oublié que pendant que nous vivions sous le régime du parti unique, où il nous était interdit de nous organiser librement, un mouvement qui pour moi est totalitaire, utilisant la religion comme moyen de prise du pouvoir, par contre, lui, il avait où se réunir et pour tenir un congrès par semaine, tous les vendredis. Là, c'était le mouvement islamiste. Les islamistes s'unissent dans un mouvement large, le Front islamique du salut, le FIS. Ce parti est légalisé le 10 mars 1989. À sa tête, deux leaders charismatiques, Abbassi Madani et Ali Belhadj. Ali Belhadj prêche dans des mosquées populaires d'Alger. On vient nombreux écouter une diatribe religieuse à finalité politique. Pour lui, la démocratie est impie. L'État islamiste doit se substituer à la Constitution. Le discours est virulent mais aussi populiste et simpliste. Il séduit les masses. Abbassi Madani, lui, enseigne la psychopédagogie à l'université d'Alger. Cultivé, éloquent, cet ancien maquisard du FLN est devenu, après l'indépendance, un militant islamiste. لقد آن الأوان للشعب الجزائري أن يفرض وجوده. Vous savez, Abbassi Madani était étudiant en Angleterre quand j'étais ambassadeur là-bas. On a discuté souvent, c'était très très critique, mais c'était beaucoup plus une critique de droite qu'une critique islamiste. J'ai vu qu'ils accordaient l'agrément au fils. Je dis pourquoi? Carrément, c'était pour mieux les maîtriser. Sa création est anticonstitutionnelle. Donc on l'a laissé passer exprès. À la présidence, à l'époque, on reçoit qui? De vieux barbus qui parlent au nom de ces jeunes. C'est de fait, en acte, imposé aux jeunes de 88 comme représentants uniques ces gens-là. Le 12 juin 1990, pour les élections municipales, c'est la douche froide. L'impatience suscitée par un quart de siècle de parti unique conduit les Algériens à s'abstenir ou à voter en masse pour le FIS, le seul mouvement d'opposition qui incarne à leurs yeux la rupture. Il remporte plus de la moitié des communes. Depuis l'indépendance, les élections sont truquées, mais on ne reconnaît pas qu'on les a truquées. On dit que c'est le peuple qui a voté à 90%, 90%. Vous voyez, or, les élections, elles ont été libres pour les élections du FIS. Pour nous, c'était tout à fait normal, parce que les Algériens voulaient chasser le parti unique, voulaient chasser le FLN. Le programme du FIS a commencé à apparaître. On a vu les plaques changer. Toutes les plaques, il fallait que ce soit inscrit en arabe. Et puis les slogans sur les plaques. Les slogans, Doula Islamia, hein, c'est-à-dire État islamique, application de la charia, les intimidations avec la population, les appels au djihad, les manifestations tous les vendredis, les gens habillés en afghan, avec les tenues afghanes. Ce sont des gens qui revenaient d'Afghanistan, formés à Peshawar, hein, avec les services pakistanais, américains. Ben Laden, on nous parle de Ben Laden. Mais je leur parlais déjà en 92, Ben Laden était à Khartoum et il faisait, c'est le grand argentier, hein, des islamistes. Et il envoyait des slogans, il rédigeait même les slogans pour le FIS. La mithaq wa la destour, qala Allah, qala Rasoul. C'était rédigé de sa main, hein, c'est-à-dire pas de charte, pas de constitution. Dieu a dit, le prophète a dit. Dans un an doivent se tenir les élections législatives. Malgré la victoire des islamistes au municipal, Chadli et son Premier ministre ne veulent pas freiner le processus démocratique. Mouloud Amrouche tente de juguler l'hémorragie par un nouveau découpage électoral.
L'opposition accuse le pouvoir de vouloir favoriser l'ancien parti unique, le FLN. En réponse, le 23 mai 1991, le Front islamique du salut appelle à une grève illimitée. Le ministre de l'Intérieur a reçu les dirigeants du FIS. Et le FIS a arrêté la grève le 7 juin. Eux, ils disent qu'ils se sont entendus sur les élections législatives et les élections présidentielles. Après, le pouvoir en y est. Il y avait des tractations qui devaient conduire à amener le FIS au gouvernement, avec le calcul qu'avec l'inexpérience, il allait se casser la gueule. Je trouvais que c'était un jeu d'apprenti sorcier. Et en fait, j'étais tout à fait contre. J'ai été voir à l'époque le secrétaire général du FLN, Mahri, pour lui dire attention. Lorsqu'on est en crise, on ne fait pas des élections. Ça, c'est de la dentelle. Comme si on faisait de la dentelle sur des haillons. C'est le début d'une confrontation violente où l'on va assister à un raidissement de l'État algérien face à la perspective d'une prise de pouvoir légale par les islamistes. En ce début d'été 1991, l'armée investit les rues d'Alger pour garantir un retour au calme et l'état de siège est instauré. Les islamistes, eux, radicalisent leur discours. إذا تعدوا علينا أننا ندفع شيئا فشيئا من باب دفع الصائل بإذن الله عز وجل أنه يجوز لنا أن ندافع عن أنفسنا لا اعتداء وإنما مدافعة على النفس. En réponse, fin juin, Abbassi Badani et Ali Belhadj sont emprisonnés. Mouloud Amrouche, principal moteur des réformes libérales menées depuis 1988, démissionne. Le président Chadli nomme Sid Ahmed Rosali au poste de Premier ministre, avec pour unique mission d'organiser les élections législatives reportées à la fin de l'année. J'avais consulté les 60 partis et le gouvernement avait adopté l'attitude de dire « nous n'allons pas jouer l'avenir de l'Algérie à la roulette russe ». Nous allons faire un système électoral vote à la proportionnelle. Parce qu'à la proportionnelle, il était exclu que le FIS s'en sorte avec 51% des sièges de l'Assemblée nationale. Tout le monde a accepté ça, sauf le FLN. Et l'Assemblée nationale a voté le système majoritaire à deux tours, croyant qu'il allait jouer en faveur du FLN. Mon argumentation, c'était qu'il ne fallait pas avoir d'élections parce que si on a des élections, on allait dans l'impasse avec l'armée qui avait déjà pris une position publique. Il y a eu un éditorial dans le journal de l'armée dans lequel on disait « L'armée nationale populaire ne remettra jamais le pays à des gens qui risquent de nous ramener au Moyen-Âge ». Il y a eu le congrès du FIS qui a désigné Abdelkader Hachani comme secrétaire général. On l'a libéré, j'étais son avocat en septembre, pour que le FIS participe aux élections de décembre 1991. Pourquoi? Le département de renseignement et de la sécurité, le DRS, avait fixé qu'il aurait entre 23% et 30%. Donc il valait mieux que le FIS soit légal que dans la clandestinité. Le DRS, les services secrets algériens et le FLN font donc un pari dangereux. Le 25 novembre, un seuil symbolique est franchi dans l'escalade de la violence. À Guémar, des gardes-frontières sont assassinés par des islamistes. Le soir même à la télévision, Khaled Nezzar, le ministre de la Défense, et Sid Ahmed Rosali apparaissent sur les lieux du drame. يا اما هادو سي سور يعرفوا يعني الكازيرنا جو ديريكت في الارمون. Et on a dit aux Algériens, vous avez le choix maintenant entre le FLN et les islamistes. Nous n'avons pas attendu d'élargir la base démocratique, d'organiser les syndicats, d'organiser la société civile, le mouvement associatif pour organiser les élections. C'est le chantage à l'islamisme qui a commencé à être pratiqué dès l'époque et qu'on voit pratiquer maintenant quand on parle du printemps arabe. Qu'est-ce qu'il disait Kadhafi au début? Il dit c'est moi ou Qaïda.
À l'approche du scrutin, le fils maintient la pression et organise un meeting public devant 100 000 militants. Ali Belhadj, emprisonné, ne peut y participer. Son propre fils, alors âgé de 7 ans, est utilisé pour lancer un appel glaçant à l'Assemblée. Appel entendu par les électeurs. Le 26 décembre 1991, lors du premier tour des législatives, le fils remporte plus de 47% des suffrages exprimés. Les islamistes peuvent obtenir la majorité absolue au Parlement lors du second tour. Les partis démocrates vont alors se diviser. Certains, comme le RCD de Saïd Saadi, appellent à l'intervention de l'armée. D'autres, comme Hossein Ait Ahmed, souhaitent que le processus électoral aille à son terme et minimise le risque. Avec Ait Ahmed, etc., sont prononcés contre l'arrêt du processus électoral. Nous avons expliqué que ce qui s'est exprimé dans ces élections, c'est une abstention massive. C'est une abstention massive. La majorité des Algériens, plus de la moitié, n'ont pas participé à l'opération de vote. Parce qu'il y avait des milliers de détenus, parce qu'il y avait une ambiance délétère, il y avait de la peur, et que ce n'étaient pas des conditions propices à des vraies élections démocratiques. Le succès du fils, c'est surtout l'absence et la démobilisation de la population. C'est surtout le discrédit jeté par le pouvoir, par les gouvernements Hamrouche et Rosali, sur les partis politiques. Je lui ai dit à Ait Ahmed, mais si on n'avait pas arrêté ce processus, le fils aurait installé tout de suite la République islamique. Il m'a dit non, pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y a une constitution. Je lui ai dit une constitution. Justement, c'est là le problème, c'est que cette constitution, il s'en fiche, le fils. Légalement, rien ne permet de suspendre le processus électoral. Coup de théâtre, le 11 janvier 1992, Chadli Benjedid abdique. On le dit tétanisé par la situation. Il refuse toute interview et remet sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel. On apprendra plus tard que ce courrier a été rédigé par les militaires, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations. On avait préparé un projet de lettre. Et la lettre, il l'a lue entièrement, il n'a pas changé un iota. Il l'a lue entièrement. Je pense qu'il était soulagé. Je pense qu'il était soulagé. Continue à le dire qu'il a démissionné. Bon, maintenant, l'a-t-il fait sur des pressions, etc. Bon, peut-être. Mais quel est le chef d'État, ou quelles sont les décisions du chef d'État qui ne sont pas la résultante de pression? Le subterfuge légal pour faire passer la décision, c'est de dire le président de la République a démissionné. Et puisque le président de la République a démissionné, maintenant c'est l'élection d'un nouveau président qui doit passer avant et que le processus électoral doit être suspendu. Il faut trouver un nouveau président. Le 16 janvier, les Algériens découvrent Mohamed Boudiaf, de retour après 30 ans d'exil au Maroc. Le second tour des élections législatives vient d'être annulé. Un haut comité d'État est mis en place dont Boudiaf prend la tête. À ses côtés, on retrouve notamment le général Nezzar. L'idée est venue d'un haut comité, c'est-à-dire pas une personne, mais que ce soit collégial. Il fallait un président pour le haut comité. Il n'était pas question pour que ce soit moi qui le chapeaute. Et l'idée de Boudiaf est venue. Pourquoi a-t-il accepté? Parce qu'il ne pouvait pas ignorer la situation en Algérie. Je crois qu'il s'est produit en lui un choc. Lui, qu'on connaissait comme étant antimilitariste, prendre le risque de s'être acoquiné avec un coup d'État militaire, je crois qu'il a dit « je ne peux pas me dérober de l'Algérie dans le merdier, je ne peux pas ». Mohamed Boudiaf, ce héros révolutionnaire rayé des livres d'histoire, n'est lié à aucun réseau, aucun clan. Il en tire une force, sa parole est libre.
Mais il en tire aussi une faiblesse. Il n'a pas toujours conscience de la complexité du terrain sur lequel il s'engage. Premier objectif qu'il se donne, réformer la société algérienne pour éradiquer les causes du vote protestataire islamiste, avec en ligne de mire la corruption qui choque tant les Algériens. Tous ces gens-là sont discrédités. Vous demandez à n'importe qui, vous demandez au type là, tout le monde est voleur, des voleurs. C'est demandé des trafiquants, ainsi de suite. Il s'est créé des conditions en Algérie où s'enrichir, ça donnait à la corruption, au privilège, c'est devenu quelque chose de normal. Et l'exemple vient d'en haut. Ça, c'est sûr. Mais il lui faut aussi s'attaquer à la dérive violente des islamistes. Le 9 février, suite à une série d'attentats meurtriers, le Haut Comité d'État proclame l'état d'urgence. De nombreux militants islamistes rejoignent les maquis, s'engagent dans une lutte armée contre l'État, forment alors l'AIS, l'armée islamique du salut, bras armé du fils, et s'appuient sur les discours d'Ali Belhadj, qui appelait déjà avant son incarcération à prendre les armes. أنا جو سوي أورد لا لوا يخوفوا بينا حتى ولاو مسلمين ما كاش السلاح ما نديروش السلاح ندير السلاح راكم بالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكلاش هاي يخوفوا فينا ربي قالنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. L'islam importé dans le discours du fils, c'est l'islam qui a coïncidé à l'époque avec l'Afghanistan. C'est l'islam wahhabite. C'est aussi l'influence iranienne. Le pays était ouvert à toutes les influences parce qu'il n'a pas dégagé son propre islam. Les gens qui sont montés de Maquis, il ne faut pas croire que c'est des philosophes en islamisme. Il y en a qui connaissent à peine quelques versets du Coran. En réponse, le 4 mars, le Haut Comité d'État dissout le FIS. Des camps d'internement administratif sont ouverts dans le sud du pays. Ils compteront jusqu'à 17 000 détenus. Ce monde-là qui a été arrêté, c'est en vertu de l'état d'urgence. État d'urgence qui a été imposé aux autorités. Parce qu'il fallait en finir avec cette situation qui, chaque vendredi, posait des problèmes aux forces de l'ordre et aux citoyens. Ça ne passe ni par la justice, ni par rien du tout. Quelqu'un qui a fait la prière dans une mosquée dont l'imam est contre l'État, à l'époque c'était le fils, on le mettait en prison. En 6 mois, Mohamed Boudiaf gagne la confiance du peuple algérien avec son discours de vérité. Mais il se fait aussi beaucoup d'ennemis, les islamistes et une certaine oligarchie corrompue. C'est dans ce contexte que le 29 juin, il se rend à Annaba pour prononcer une conférence. C'est un exercice qu'il aime tout particulièrement, se mêler physiquement au peuple algérien. Son discours est filmé par la télévision algérienne. Quand soudain une grenade éclate sur sa gauche, puis une rafale de mitraillettes retentit. Mohamed Boudiaf ne se relèvera pas. C'est un membre de sa sécurité qui lui a tiré dans le dos. Lors de son procès, l'assassin affirme avoir agi seul par conviction islamiste. Celui qui a tué Boudiaf, il ne faisait pas partie de la garde présidentielle. On l'a introduit dimanche pour aller lundi. Et lundi, ça a été le clou. Évidemment, c'est l'armée qui est accusée de l'avoir tué. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait tué. Il avait de très bonnes relations avec eux et ils étaient plutôt contents d'avoir un chef. Et surtout qu'il leur apportait cette intégrité, cette virginité, comme pour ainsi dire. Pourquoi un assassinat politique? Dans quel but? Dans quel but? Dans quel but? Qu'est-ce qu'il pourrait rechercher dans tout ça? Évidemment, on veut faire supporter les choses à l'époque parce que on parlait, c'est la mafia politico-financière. Mais c'est complètement faux, ce sont des islamistes. On sait qui l'a assassiné. Donc la question qui se pose, y a-t-il, oui ou non, complot? Peut-être l'histoire le démontrera un jour, j'en sais rien. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est 50-50. L'incompétence
ou le complot. Le peuple algérien se rend en nombre aux obsèques de Mohamed Boudiaf. Sa disparition marque la fin d'une espérance profonde au sein de la société, celle d'une réforme démocratique qui conserverait les acquis du socialisme, mais qui effacerait les aspects sombres du pouvoir, corruption, favoritisme, toute puissance de l'armée. Le président Boudiaf, c'est le symbole de la liberté en Algérie. C'est le père de tous les Algériens. C'est la honte pour les Algériens. C'est l'unité nationale qu'ils ont tuée. C'est la honte d'avoir... Mais Boudiaf, on demande justice, on demande justice. On demande justice. Il est à ce moment précis celui qui semblait être le seul à pouvoir enrayer le cercle vicieux de la guerre civile et religieuse. Le colonel Ali Kafi prend la tête du Haut Comité d'État et le pays s'enfonce dans la violence. Le 26 août, un attentat à la bombe à l'aéroport d'Alger fait 8 morts et une centaine de blessés. C'est ainsi que vont apparaître ceux qui se font appeler GIA, groupe islamique armé. En dissidence avec le fils, ces maquisards islamistes ont pour devise « pas de dialogue, pas de réconciliation, pas de trêve ». Le GIA est né d'une scission au sein de l'armée islamiste du salut. Vous savez, quand vous avez un mouvement comme celui-ci, plus le temps dure, plus le mouvement se radicalise, devient plus violent, plus sectaire, plus intraitable. Très vite, des dizaines d'opérations terroristes sont menées. D'abord, tous les symboles de l'État, les policiers et les militaires sont visés. Puis ils décident de s'attaquer aux intellectuels et aux artistes, accusés d'être des agents de l'Occident. Une centaine de journalistes sont assassinés. الشرعي تاعنا يقول لك فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة الكفر شكون هما؟ هم الناس المنظرين تاع النظام هذا اللي هما معروفين شيوعيين ولا إكيين. C'est la déstabilisation de l'État passant par terroriser la société et expliquer à la société par là que l'État n'est pas capable de les protéger et donc il faut qu'ils acceptent un autre État, celui qui les terrorise. Il ne s'agit pas seulement de bandits, comme on dit, ou de coupeurs de route ou de brigands, mais il s'agit de gens qui sont idéologiquement motivés, qu'on a envoyés pour prendre le pouvoir. Il y a une responsabilité terrible, si vous voulez, pour notre génération. Nous avons négligé cette jeunesse, nous l'avons ignorée, et nous nous sommes réveillés un matin pour la trouver ailleurs, avec cette graine de violence absolument terrible. Nous sommes responsables de cela. La lutte contre les maquis est un échec. Les militaires se tournent alors vers l'un d'entre eux. Le général Liamine Zerwal prend la tête du Haut Comité d'État en janvier 1994. Zerwal, ministre de la Défense depuis 1 an, menait des négociations secrètes avec le fils pour trouver un compromis. Abbassi Madani et Ali Belhadj sont libérés et placés en résidence surveillée. Il a été appelé à un moment difficile où il y avait une vacance de pouvoir parce qu'il faisait un consensus au sein de l'armée. Et il est certain que Zerwal est venu pour une mission. Il n'a pas cessé de le dire. On m'a appelé parce que le pays avait besoin de moi. Et il voulait que sa mission ne dure pas longtemps. Pour nous, la solution, c'était lui. C'était lui. C'était le ministre de la Défense. Il fallait qu'il se dévoue et qu'il prenne la présidence. Et je me souviens, il n'en voulait pas. Et on a réussi à le convaincre difficilement, mais on a réussi à le convaincre quand même. لازم هالآفة هذه لازم من الجذور نقطع عليها من الجذر باش يزيدوا ولادنا بحول الله ما يعرفوش هالاشياء اللي رانا عايشينها. Dans cette guerre menée par les islamistes contre la société algérienne et l'État contre les islamistes, chacun est sommé de choisir son camp. D'une part, dans les villages, les terroristes bénéficient de complicité.
On les nourrit, on les loge pour la nuit, par conviction ou par peur. D'autre part, l'armée effraie par son action brutale. Les arrestations sont parfois arbitraires et certains dénoncent des exactions menées par les forces de l'ordre. La confusion s'installe au sein de la population qui ne sait plus à qui se fier. Vous savez, il y a eu des dépassements, il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions de part et d'autre. C'est une situation de guerre, c'est la confusion. Alors, il y a la panique, il y a des personnes qui sont convoquées à un commissariat et qui disparaissent après. Est-ce que c'était au commissariat? Est-ce que c'est en sortant du commissariat? Il y a eu des règlements de compte. Dans une situation telle que celle que nous avons vécue, il y a eu des dépassements. Mais à chaque fois qu'on a su, on a suivi, on a pris des sanctions. Mais quand on ne sait pas... Ce qu'on appelle les démocrates ou les républicains, ils étaient du côté du pouvoir. C'était nous qui étions mis au banc des accusés. Nous, on nous appelait des éradicateurs. Les éradicateurs, c'est un courant d'opinion, un courant politique qui a considéré qu'il fallait combattre les islamistes par tous les moyens. Vous pouvez me dire, je me suis trompé. Peut-être que si le fils était arrivé au pouvoir, il aurait fait des... Ben moi, je cite l'exemple iranien. Ça fait déjà 30 ans. C'est la dictature la plus horrible. Hitler est venu avec des élections au pouvoir. Dans la plus belle démocratie du monde, la République de Weimar. En Algérie, il y a la bête immonde, il y a le fascisme barbare qui tue femmes, hommes et enfants. Cette résistance que nous avons menée, nous l'avons menée pendant 10 ans seuls, absolument seuls, et dans l'adversité totale. Les autres, les réconciliateurs, ce sont ceux qui ont considéré, comme nous, qu'il fallait plutôt chercher une solution politique négociée entre Algériens pour arrêter l'effusion de sang. L'effusion de sang. Le 1er novembre 1994, lors du 40e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, des scouts viennent commémorer l'événement aux côtés de leurs aînés au cimetière de Mostaganem. Un attentat à la bombe tue 4 enfants. Une escalade dans la violence. Sous la pression populaire, les militaires décident d'armer les populations pour qu'elles puissent se défendre elles-mêmes contre les islamistes. Ces patriotes, comme on les appelle, vont être jusqu'à 250 000 au plus haut de la crise. Ce sont ceux qui ont été directement touchés par les exactions des islamistes armés qui ont résisté et organisé la résistance, plus que les services de sécurité et l'armée. Je fais partie des gens qui ont armé les patriotes. J'ai armé 4000 hommes quand il y avait la mine Zarouel. À chaque fois que des gens se mettent en groupe et demandent des armes, on les arme. Ce sont ceux-là qui ont donné une autre portée, qui excèdent les lectures qui en sont faites aujourd'hui d'un tout-puissant service de sécurité qui manipule tout et le contraire de tout. Sur le terrain, nous l'avons vécu. En octobre 1994, les IA ont ordonné le boycott des classes de musique, des classes de sport et ordonné le boycott de la mixité dans les écoles algériennes. Les Algériens, nourris par la mémoire coloniale, parce qu'ils ont été exclus de l'instruction et de l'école, ils ont connu le prix. Les Algériens ont choisi l'école contre les islamistes armés. Zeroual poursuit ses négociations avec les dirigeants du FIS. Mais coup de théâtre, le 26 septembre 1994, Chérif Goussmi, l'émir du GIA, est abattu par les forces de l'ordre. Sur son cadavre, une lettre est découverte, signée de la main d'Ali Belhadj, qui apporte son soutien dans la lutte armée. Le président Zeroual a tendu la main. Il a posé une seule condition: dénoncer la violence. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pourquoi? Parce que s'ils demandent au groupe armé de déposer les armes, eux-mêmes n'ont plus de capacité d'agir sur le terrain. En décembre, le vol Alger-Paris d'Air France est détourné. Des militants du GIA annoncent leur intention de faire exploser l'avion sur l'aéroport d'Alger. Ils exécutent 3 passagers. Ce sont les forces spéciales françaises qui mettent fin à l'opération à Marseille
en tuant les 4 terroristes. Les Occidentaux craignent alors une internationalisation du conflit et poussent les acteurs à négocier. En janvier, à l'initiative de la communauté catholique de Sant'Egidio à Rome, les chefs de partis réconciliateurs se retrouvent assis côte à côte avec des représentants du FIS. Ils signent ensemble une plateforme engageant à l'arrêt des violences et à un retour à la démocratie et à l'état de droit. On ne pouvait pas se réunir en Algérie. On ne pouvait pas. On s'est réunis là-bas. Il y avait 6 partis politiques, dont le FLN à l'époque. Vous savez, c'était Mehdi, qui était secrétaire général du FLN. Il y avait Ahmed, qui était représentant de Château. Il y avait Louise Hanoun. Il y avait Jabla, celui qui était en Occident. Il y avait Ben Bella aussi. Il y avait 6 partis politiques. Et moi, j'étais représentant des droits de l'homme. Nous voulons un dialogue pour arriver à régler les problèmes qui se posent en Algérie. Et le dialogue, nous voulons l'ouvrir avec le pouvoir. On a dit, il faut que les tueries cessent, c'est-à-dire qu'on ne tue pas des civils. Et du côté du pouvoir, il devait libérer les gens du camp du Sud, il devait ne pas arrêter les gens. Le président actuel, le président Bouteflika, avait dit à propos de la plateforme de Rome que c'était la seule initiative sérieuse à ce moment-là, qui aurait pu effectivement aider à stopper les fusions de sang. Les fusions de sang, ce qui fait que moi, je suis très fier d'avoir participé à cela. Nous savons très bien que le pouvoir en place essaiera par tous les moyens de s'aborder ce contrat, de s'aborder cette plateforme. Nous l'avons présenté au peuple algérien dans un meeting à Alger, à la salle Harsha, dans des conditions qui étaient très difficiles, parce qu'il y a eu une campagne contre nous. Quand on est arrivé ici, on a essayé de contacter Yamin Zeroual. On nous a traités de traîtres, de voyous. Effectivement, en Algérie, l'accord de Rome est accueilli avec colère par le pouvoir, qui suscite des manifestations populaires. Les prises de position occidentales sont vécues comme des ingérences. Le président Zeroual rejette le texte et annonce la tenue d'élections présidentielles pour l'année suivante. Le GIA accuse le FIS de trahison et déclenche de nombreuses actions. La terreur reprend en Algérie, comme ici, au commissariat central d'Alger. Je suis mère de famille. J'ai été atteinte. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? On fera le maximum. Je vous supplie, Monsieur le Président, faites quelque chose. Et la violence finit par s'exporter. Le 16 juillet 1995, l'attentat revendiqué par le GIA du RER Saint-Michel à Paris fait 8 victimes et 117 blessés. C'est dans ce climat que le 16 novembre 1995, le général Zeroual remporte l'élection présidentielle dès le premier tour, avec plus de 60% des suffrages, malgré les menaces du GIA contre les électeurs. De ce scrutin, Yamin Zeroual tire une légitimité et impose un gouvernement où pour la première fois siègent 7 ministres islamistes dits modérés. Il met en place le programme de la Rahma, la clémence en arabe, qui promet l'impunité aux maquisards islamistes qui acceptent de déposer les armes, à l'exception de ceux qui ont du sang sur les mains. 6000 d'entre eux descendent des maquis. Une partie de la direction du FIS, convaincue que l'issue du conflit doit être pacifique, annonce une trêve à partir du 1er octobre. De l'autre côté, le GIA, en proie à des purges internes, se divise. Les islamistes affichent de plus en plus leur désaccord. لكن في الحقيقة الجماعة الإسلامية المسلحة في ذاك الوقت كانت مدخولة في الهجرة من الجماعات الذين يرفضون المسار السياسي والانتخابي وغيره يعني رسميا في نهاية ال 95 خرجنا عليهم. C'est le rôle de service d'avoir à pénétrer tel mouvement pour essayer de le détourner de son action. Le 26 mars 1996, 7 moines trappistes sont enlevés pendant la nuit dans leur monastère de Tibérine.
Leur assassinat est revendiqué 2 mois plus tard dans un communiqué attribué au GIA. Mais l'année 1997 est pour l'Algérie l'apothéose du sang et de l'horreur. Des quartiers entiers subissent des massacres organisés où les islamistes tuent à coups de hache, de couteaux et d'explosifs. On éventre des femmes enceintes, on décapite des nourrissons ou on égorge des vieillards. Le 30 décembre 1997, dans la wilaya de Relizane, 517 villageois sont assassinés en une seule nuit. Le GIA, il a massacré des populations entières, des villages entiers. Ils ont tué des enseignants en plein cours. À Belkhadem, par exemple, l'institutrice qui enseignait, on l'a sortie, on l'a tuée devant ses élèves. Que l'on qualifie cette décennie de noir ou de rouge, peu importe, mais en tout cas, c'est une tragédie, une véritable tragédie que nous avons vécue. Le terrorisme nous a fait perdre 30 ans dans notre développement. Mais il a vacciné la population. La population ne marchera plus avec ces mauvais bergers. En septembre 1998, nouveau retournement. Yamin Zerwal annonce sa volonté de démissionner. أيها الجزائريون والجزائريات عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من سنة 99. Une fois encore, la presse algérienne y voit la main de l'armée et des services secrets, le DRS, qui aurait orchestré des affaires à l'encontre de certains des proches du président pour le déstabiliser. Il y a eu des manifestations monstres quand il a démissionné. Ils n'ont pas voulu, les gens n'ont pas voulu qu'il parte. C'est un militaire, donc il a le sens vraiment de l'honneur. Et probablement, il devait avoir été déçu par certaines mesures prises ou suggérées sur la question des contacts avec l'AIS. Zerwal, officiellement, n'a pas démissionné. Il a dit « j'avance les élections présidentielles pour favoriser l'alternance ». C'est un acte anticonstitutionnel. Vous savez que l'armée a déposé 3 présidents. Elle a déposé Ben Bella, elle a déposé Chadli, elle a déposé Yamin Zerwal. Il n'y a pas de doute que les services de sécurité jouent un rôle important dans notre pays. De là à dire qu'ils gouvernent le pays, je crois que c'est un peu excessif. Le président Zerwal avait promis l'alternance. Pour les élections du 15 avril, 7 candidats se présentent. On retrouve des personnalités politiques de premier plan, aussi Naït Ahmed, le chef du FFS, Mouloud Amrouche, l'ancien premier ministre du président Chadli, ou encore Abdallah Djabala, le candidat islamiste modéré, ainsi qu'Ahmed Taleb Ibrahimi, une figure de l'ère boumedienne, soutenu par les anciens militants du FIS. Tous espèrent des élections libres et mettent en garde les militaires. Mais ces élections marquent surtout le retour d'un homme, Abdelaziz Bouteflika, l'ancien ministre des Affaires étrangères des présidents Ben Bella et Boumedienne. Écarté du pouvoir au début des années 80, exilé à l'étranger, il axe sa campagne sur la promesse d'un retour à la paix civile. Il n'y a pas de doute qu'il avait fait une excellente campagne. Il n'y a pas de doute qu'il avait soulevé des espoirs. Et il a été soutenu quand même, c'est pas seulement par l'armée, mais par les syndicats, les femmes, et un tas d'autres gens dans le pays. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je sais rentrer chez moi et y rester pendant 20 ans. Je l'ai déjà prouvé pendant le passé. Très vite, il est perçu comme le candidat du système. À la veille du scrutin, tous les autres candidats se désistent pour s'opposer à une élection qu'ils estiment une fois encore jouée d'avance. Le président
notre retrait collectif des élections présidentielles et la non-reconnaissance de la légitimité des résultats de ce scrutin. La décision des 6 est inexplicable pour moi parce que vraiment, par rapport aux enjeux de la République, c'est une absence totale de maturité. Résultat prévisible, Abdelaziz Bouteflika remporte l'élection présidentielle avec près de 74% des suffrages, un résultat impressionnant, à défaut d'être, pour certains, incontestable. Il a demandé à l'armée d'avoir au moins le taux de Yemin Zerwel. Yemin Zerwel avait 62%, lui il a eu 75%. Que ce soit ici ou ailleurs, 74%, c'est quand même respectable. Je n'aime pas les 99%. Alors, ce que j'ai contesté, moi, c'est pas le fait qu'il ait été choisi. Il a votre préférence. Vous avez le droit, allez-y, aidez-le. Mais n'empêchez pas les candidats. Sinon, si le peuple algérien n'a plus le choix, et le peuple algérien n'a pas eu le choix. Moi, j'ai été éliminé au niveau des candidatures. Il faut peut-être dire que ce n'est pas en 1999 qu'il y a eu le retour du président Bouteflika. Il a été sollicité en 1994 pour diriger l'État algérien. Il a accepté, puis il a changé d'avis, ça c'est son affaire. C'est lui qui a décliné l'offre, parce qu'il ne voulait pas entrer par la petite porte. Parce qu'il n'avait pas obtenu les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que les pleins pouvoirs? On voulait lui mettre un vice-président. Il ne voulait pas du vice-président. Bouteflika a été silencieux pendant toute la crise. Pendant 20 ans, il ne s'est pas prononcé une seule fois. Ça a beaucoup servi à Bouteflika, parce qu'en ne se prononçant pas sur la crise, il pouvait se présenter comme arbitre entre toutes les parties dans la crise. Il pouvait être l'interlocuteur des islamistes, l'interlocuteur des militaires, des démocrates, de tout le monde. وهذه العهود قد تكون بسيطة جدا. إخماد نار الفتنة وسأخمد نار الفتنة. ثانيا سأنعش الاقتصاد الجزائري. ثالثا سأعيد الكرامة للجزائريين. رابعا سأعيد الجزائر مكانتها بين الأمم. Le 16 septembre, la principale promesse du président Bouteflika est mise en œuvre. La loi de la concorde civile est approuvée par plus de 98% des voix par référendum. Elle sera suivie 5 ans plus tard de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une seconde étape pour le retour à la paix civile. Mais sa logique d'amnistie laisse son lot de crimes impunis, de disparitions inexpliquées, de deuils inexpiables. La plupart des gens qui étaient dans les maquis, tous ceux qui ont commis des crimes sont revenus. C'était difficile, je le reconnais, mettre en face quelqu'un qui a pris les armes avec quelqu'un qui a vu ses frères ou ses sœurs ou sa mère abattus. 200 000 morts? Qui va les oublier? Combien de familles algériennes n'ont pas été touchées? La loi sur la concorde civile, nous nous étions abstenus parce que, précisément, elle ne contenait pas des dispositions politiques à même de résorber la crise. Par exemple, les détenus politiques, par exemple, les travailleurs qui avaient été licenciés pour leurs opinions, qu'ils soient réintégrés, par exemple, justement, ouverture du dossier des disparus. On reconnaît dans la charte pour la paix le statut de victime pour les disparus. Ce ne sont plus des terroristes. Le bilan officiel de 13 années de violence est établi à 200 000 victimes. Le terrorisme régresse, mais il reste des poches de résistance. AQMI Al-Qaïda Maghreb islamique, un groupe salafiste qui a fait allégeance à l'organisation de Ben Laden en 2007, poursuit son activité terroriste et s'étend aux pays voisins du Sahel en déstabilisant les régimes africains. En Algérie, 10 ans de guerre ont mené à une lassitude populaire et à une volonté du pouvoir de tourner la page. Mais allégations, dénonciations, manipulations pleuvent. À l'étranger, d'anciens militaires ou membres des services de sécurité exilés accusent le pouvoir. Comme le colonel Samraoui, qui le 6 août 2001 dénonce sur Al Jazeera la manipulation supposée des groupes islamistes par les services secrets. السلام عليكم. هو العقيد محمد سمراوي. يعني أنت عايز تقول هنا أن الجماعة الإسلامية المسلحة أسست من قبل المخابرات؟ قلت خلقوا هما باش يبرروا القتل اللي يقوموا به
هم خلقوا الجامعة الإسلامية ونفلتت عليهم. Ils disent que le GIA est une création des services pour tuer notre peuple, pour créer des massacres. C'est impensable, impensable. Il est tout à fait clair qu'il y a eu une guerre civile en Algérie. Et durant cette guerre civile, il s'est passé tellement de choses que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Alors, il est tout à fait clair que... Mais la vérité sort. 10 ans après, la vérité sort toujours. Elle finira par sortir. Je la gérerai si je suis là. La vérité, beaucoup d'Algériens souhaitent la connaître. Le 29 juin 2012, à Alger, le général Nézar, interpellé par un jeune militant des droits de l'homme, en fait les frais. J'ai 28 ans. Ouais. Je suis un simple militant des droits de l'homme. Vous, M. Khaled Nézar, et pas mal de généraux, que parfois je les appelle les assassins, il y en a pas mal. Et les islamistes intégristes, vous êtes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. L'histoire va dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous ne reconnaissez aucune responsabilité. Ni dans l'assassinat de 500 personnes en 88, ni pour l'assassinat de Boudiaf, ni les 200 000 morts qui sont partis. Aucune responsabilité. Mais c'est pas à vous de faire l'histoire maintenant. Pourquoi vous avez cherché à classer le dossier des disparus? Par exemple. C'est pas moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Tout ce que vous aviez à dire? Oui, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Mais si votre peuple ne vous croit pas, c'est grave. Nous sommes dans un pays où le peuple voit tout ce qui est État, tout ce qui est pouvoir, hein, comme tous pourris. Il y a une rupture profonde entre le pouvoir politique et la société. Et c'est la réconciliation entre le peuple et le pouvoir politique dont on a besoin actuellement. La rupture entre le peuple et le pouvoir. En 2001, la question kabyle ressurgit. Le 18 avril, la mort d'un adolescent dans une gendarmerie déclenche des émeutes sanglantes qui feront plus de 120 morts. C'est le début du printemps noir. Le président Bouteflika y répond politiquement. Un an plus tard, la langue berbère est inscrite dans la Constitution comme langue nationale. Après les années de sang, une nouvelle page s'ouvre, celle de la reconstruction économique et sociale. Dans les années 2000, le cours du pétrole est au plus haut. Abdelaziz Bouteflika profite de cette manne pour mettre en place une politique de grands travaux. Métro d'Alger, autoroute Est-Ouest, assainissement des réseaux d'eau, construction de logements. Depuis 10 ans, les grues s'imposent dans le paysage algérien. Le pays se reconstruit. Nous avons eu des capacités financières élevées, avec un président qui a inscrit un objectif clair, net et précis, c'est de remettre à niveau le pays. Nous avons remboursé notre dette, on ne dépend plus de personne maintenant. Nous avons des réserves en devises relativement élevées. Donc nous avons utilisé ces moyens financiers pour permettre au pays demain de décoller sur le plan économique. Et si on doit faire le bilan, il est éminemment positif. Ce qui ne veut pas dire que nous avons tout réalisé et que nous n'avons pas nos faiblesses. Nous avons nos faiblesses de gestion. Les faiblesses de gestion s'incarnent avant tout par la corruption, qui gangrène toujours un peu plus l'état de droit. Les affaires se multiplient tout au long des années 2000. Il n'y a pas de corruption sans impunité. S'il n'y a pas de transparence dans la gestion des affaires de l'État et dans la dépense publique, si la justice n'est pas indépendante, il y a forcément corruption. Nous n'avons pas encore vraiment un état de droit. La corruption, enfin, horrible, c'est pas de gens qui arnaquent le pays, qui volent des millions, il paraît même des centaines de millions, même des milliards. Ça, je ne peux pas me l'expliquer. La corruption est un mal qui s'est étendu. Il faut mettre des gens rigoureusement honnêtes. Et la population ne se trompe pas, elle connaît. Elle sait qui est honnête et qui ne l'est pas. C'est dans ce contexte qu'Abdelaziz Bouteflika est réélu à 2 reprises, en 2004 puis en 2009. L'enthousiasme des premiers mandats n'est plus le même, le taux de participation est faible, les impatiences sociales augmentent face au chômage qui frappe la jeunesse. D'autant que l'Algérie apparaît désormais comme un pays riche. Aussi, quand en 2010 et 2011,
les peuples arabes renversent les dictatures en place en Tunisie, en Égypte, en Libye ou ailleurs, les Cassandres prédisent à l'Algérie le même destin. Il y a bien quelques manifestations impulsées par des partis d'opposition, mais on n'y compte plus de policiers que de manifestants. Abdelaziz Bouteflika, qu'on dit malade, n'est pas la cible des slogans. Nous voulons être libres, c'est tout. Les Algériens, lassés par 10 ans de guerre civile, ne veulent plus revivre l'aventurisme révolutionnaire. À ce moment, tout le monde disait « Nous avons assez connu le sang. C'est pas notre problème, c'est pas nos problèmes. » Les gens sont fatigués. Nous avons connu trop de ruptures violentes. Nous ne voulons plus payer pour les autres. Parce que nous savons. Nous avons vécu la guerre, nous avons vécu la période de l'insurrection islamiste. Nous savons que la violence n'est pas porteuse de bonnes solutions, des solutions durables. Nous sommes en train de recouvrer la paix et la sérénité dans le pays. Les Algériens, le peuple algérien, réapprend à vivre. Pourtant, loin des feux médiatiques, l'Algérie a connu un grand nombre de manifestations, de grèves et d'affrontements. Sous la pression de la rue, Abdelaziz Bouteflika, qui demeure populaire, augmente les salaires et accélère ses réformes. En 2011, l'état d'urgence est levé, plusieurs partis politiques sont légalisés et sont annoncés notamment l'ouverture de l'audiovisuel au privé et une dépénalisation du délit de presse. Vous êtes content qu'il n'y ait plus de dimension de disposition privative de liberté. Donc, c'est des avancées importantes, je pense. Merci. La population n'a pas une confiance totale dans leurs engagements et leurs promesses. Alors, il appartient au gouvernement de démontrer à leur population qu'ils sont dignes de confiance et que ce changement va intervenir. Le 50e anniversaire a une symbolique extraordinaire pour ça. Il faut que nous passions de la légitimité révolutionnaire à la légitimité des urnes et du savoir. Il est temps. Alors l'Algérie est-elle en mesure d'engager cette ultime transition démocratique dans un contexte apaisé? La nation algérienne a longtemps sacrifié sa jeunesse sur l'autel de l'histoire. Assistera-t-on à un passage de témoins entre les générations? فأنتم يا شباب الجزائر علكم عشتم 50 سنة مع الذين حرروا البلاد. اليوم الذين حرروا البلاد يقول لكم يا إخوان ما بقيناش قادرين. لا بد أن توجدوا نفوسكم للمسؤوليات القادمة. رئيسنا شباب قادرين على الأمانة سيدي الرئيس. شكرا. نعود سيدي الرئيس نبني ولدات بربي إن شاء الله. En juin 2012, le FLN arrive en tête aux élections législatives et les femmes emportent un tiers des sièges, là où les oiseaux de mauvais augure prédisaient la victoire des islamistes. L'Algérie indépendante a 50 ans, une durée infime en regard des 23 siècles qui ont vu tant d'envahisseurs se disputer cette terre d'exception. Multiple et complexe, deuxième pays francophone au monde, l'Algérie poursuit sa lutte pour remettre l'homme algérien au centre de son histoire.